Je remercie énormément Clémentine Delis d'être arrivée de Berlin avec cette collection qui n'est pour l'instant pas présente dans les collections de l'Institut national d'histoire de l'art. Et je souhaite que, bien évidemment, cette revue soit acquise par la bibliothèque de l'Institut national d'histoire de l'art. Donc je souhaiterais les garder dans un coffre, si tu veux bien, et nous verrons. Alors, tout d'abord, je dois dire que la revue Métronome, j'en ai pris connaissance lors de la Documenta 10, donc ça remonte à un temps. Cette Documenta dont je ne me souviens plus du nom du commissaire, tu me le rappelleras. Et puis, c'était pas 11 ? Non, c'était 10 avec le barret. C'est Catherine. Alors, j'ai fini par le mettre, alors je n'ai fait que travailler avec elle. Alors, à Catherine David, et puis ensuite, la Documenta 12. Alors, j'ai connu cette revue avant de connaître Clémentine Delis par sa renommée, par sa réputation et par la manière dont elle était souvent plébiscitée alors que je n'avais jamais l'occasion de croiser en fait cet objet. Et je vais laisser Clémentine présenter cet objet, ce qui a été à l'initiative de cet objet, de cette collection, et on a volontairement laissé une sorte de statement dans le document qui vous est remis et qui consiste à présenter les abstracts. Ce statement qui tend à vouloir dire ce que cet objet, même s'il existe en papier, formellement, aussi matériellement, a tenté de ne pas être du point de vue de ce qu'on aurait pu énoncer toute la journée sur les revues, c'est-à-dire un comité, un espace géographique, une périodicité, avec des objectifs précis. La deuxième chose, j'aimerais dire aussi, c'est très important, on est un certain nombre de personnes à... Ça, c'est le travail que tu... C'est pas pour toi. D'accord, ok. J'aimerais juste aussi rappeler une chose et qui m'a profondément touchée dans le travail qu'a pu faire Clémentine Delis. C'est un chercheur qui a publié un certain nombre d'ouvrages très conséquents sur ce qu'on pourrait appeler l'histoire de la culture ou la culture. Mais je crois que la première fois que j'ai entendu le terme de toxicité, c'est venu de toi, à partir des travaux que tu as menés quand tu as dirigé ce qu'on appelle le Weltkulturmuseum de Francfort-sur-le-Main de 2010 à 2015, et que tu as eu ce courage inouï de se saisir de 3 bâtiments qui existaient et de faire qu'un des 3 bâtiments, des 3e bâtiment, devienne un laboratoire dans lequel des artistes, des individus qui avaient été traversés par cette collection ethnographique qui était présente dans ton musée, venaient travailler sur ces objets et puissent laisser advenir une recherche, une expérience à partir de ces objets. Et j'ai aimé aussi 2 termes que tu as employés dans les multiples interventions que tu as pu faire. C'est le fait que ces collections étaient hantées. Et j'avais beaucoup apprécié le fait que tu avais scanné certaines œuvres qui étaient présentes dans ton musée. On avait même découvert que certaines possédaient des tuyaux intérieurs. On l'ignorait. Et je te remercie profondément. Oui, ça a été un choc pour nous tous de découvrir cela, scanner les sculptures. Et je te remercie aussi profondément de cette terminologie qui est propre aux travaux que tu peux faire sur la notion de toxicité et la manière dont tu t'es impliqué politiquement, intellectuellement. Ton engagement de ce point de vue-là est assez exemplaire. Du côté de l'interrogation que tu mènes sur l'enjeu de ces collections à partir de l'histoire de leur passé, mais aussi de leur devenir et qu'est-ce qu'on peut en faire. Je rappelle que aussi tu es maintenant au Conseil scientifique du Quai Branly. J'en suis ravie. Depuis 2 ans. Tu es actuellement, tu es chercheur invité à l'INHA en 2018, mais actuellement tu mènes un projet à Cergy-Pontoise, à l'École des Beaux-Arts de Cergy-Pontoise, autour de quelque chose qui va donner lieu à une exposition dont on peut dire que la terminologie, le terme pour l'instant, c'est toujours autour de cette notion d'organe sur laquelle tu travailles et que tu as intitulé Paroles imprimées. Et je vais te laisser peut-être d'emblée présenter Métronome et la première des questions, c'est, pour introduire à cela, comment est né ce désir, cette envie d'être un éditeur? Merci. Est-ce que vous m'entendez? C'est que je ne m'entends pas à cause de l'avion. Vous m'entendez? C'est bon? Non? Tu peux le rapprocher. Je l'allume peut-être? Non, il allume. Okay. Bon après-midi, bonjour, bonsoir. Merci beaucoup Zaya de m'avoir invitée. Je suis ravie de faire connaissance de l'INHA. Mes parcours ne sont jamais venus jusqu'ici et je suis heureuse de vous rencontrer aussi quelques-unes. Je ne connais pas toutes. Et donc on voulait faire une petite conversation, mais pour démarrer, ce serait peut-être utile que je vous montre quelques photos et que je vous donne les paramètres de ce projet que j'ai fait pendant 11 ans.
Et je vous dis tout de suite qu'en fouillant mes propres archives hier, j'ai trouvé des photos que je n'ai pas vues depuis très longtemps. Prenez pas ça comme une histoire d'embellissement de soi-même, de montrer des photos de soi-même, mais quand même c'est un travail que j'ai fait il y a 20 ans, et donc à toutes les phases différentes, il y a des moments où vous allez me voir dans les, dans les photos. Alors comment est-ce que ça a commencé et comment est-ce que ça a fini? Bizarrement, c'est devenu un objet toxique pour la ville de Francfort, puisque c'est à cause de Métronome, où c'était le déclencheur, le traducteur, si vous, la traction, qui a permis à la ville de Francfort de me virer à partir de Métronome, ce qui a été très rigolo, parce qu'au moment où ils m'ont viré, j'avais mes avocats, un père et un fils, qui m'ont dit Frau Delis, was ist Métronome? Madame Delis, qu'est-ce que c'est que métronome? Et je n'ai jamais eu une relation aussi chère, coûteuse et perverse et intéressante qu'avec ces avocats par rapport à leur questionnement. Alors ça a commencé tout simplement parce que il y a 31 ans, j'ai fait mes recherches de terrain ici à Paris. J'avais étudié l'art contemporain, pas l'histoire de l'art, mais la pratique. Et à cause d'artistes comme Kossuth, comme Baumgarten, Lothar Baumgarten, je vais faire en français, Michel Butet et d'autres, Suzanne Hiller, j'ai décidé de faire de l'ethnologie. Je dois toujours dire ça en introduction parce que pour moi, c'est une forme aussi de légitimer pourquoi je suis partie dans ce quartier malsain des études, des disciplines. Et voilà, donc mes recherches de terrain étaient à Paris, pas en Afrique ou pas en Inde. J'ai toujours été un petit peu antiterritoriale, ou même très. Et donc pour moi, la recherche, c'était le musée de l'homme. Et un jour, je suis tombée sur Documents. Il n'y avait pas la série complète. Rosalind Krauss n'avait pas encore écrit sur Boifard. Il y en avait quelques-uns à la bibliothèque Doucet, et j'étais complètement hors moi. J'avais jamais vu quelque chose d'aussi précis par rapport à la notion d'un avant-propos d'une expérience. C'est-à-dire que ce qui m'intéressait, bien sûr, c'était comment Léris et d'autres se sont investis dans cet organe impossible, comme avait dit Bataille à l'époque, avant d'aller en Afrique, avant d'aller de faire la mission Dakar-Djibouti. Et c'est cette histoire très sombre, quelquefois très sinistre de Documents qui m'intéressait et qui m'a fait, en fin de compte, qui m'a amené à écrire un doctorat illisible sur l'érotisme. Voilà. Bon, donc j'avais encore Documents en tête. J'avais fini une exposition à la Whitechapel Gallery de Londres qui avait duré 3 ans en préparatif sur des modernismes en Afrique. L'expo conçue avec une équipe de curateurs et d'artistes venant de l'Afrique du Sud, du Sénégal, du Kenya, Salah Hassan du Soudan, mais bien sûr à Cornell, etc. Et j'avais essayé de retrouver des manifestes et des propositions qui étaient, si vous voulez, anti-primitivistes, dans le sens où c'était quand même des artistes qui s'étaient mis en collectif tout de suite après l'indépendance, dans le cas du Nigeria, et qui avaient monté des contre-positions et avaient imprimé. Et lorsque nous avons installé l'exposition, après 3 ans, nous avons eu 8 jours pour faire cette expo. Et on m'a forcé de mettre des plans, des cartes de l'Afrique sur le mur. On m'a empêché d'extraire des objets parce que, bien sûr, on n'avait pas le temps de créer une mise en scène. On n'avait pas le temps de faire un laboratoire même de la mise en scène de l'exposition. Et ça m'a beaucoup agacé, ce manque de contrôle. Ce manque de relation, en fait, comme s'il y avait une troisième zone qui apparaissait dans le cadre de l'exposition et qui diluait et filtrait et détournait les propositions que je voulais faire par rapport à cette expo.
Et un jour, Gavin Turk, un artiste britannique, est passé avec ses enfants. Il a vu l'emplacement du laboratoire Agitar, qui avait créé une scène, et il a dit « Oh, kind of interesting ». Et là, tout de suite, j'ai compris, on arrête avec ces expositions. Elles sont compromises. Tu peux dire aussi compromettantes et compromises. Compromises. Moi, maintenant, je fais artiste à artiste. Je suis curateur d'artiste en artiste. Moi, je voudrais créer des conjonctions, créer des court-circuitages entre des artistes, mes amis et d'autres, qui travaillent, par exemple, au continent africain, et d'autres que je connais et qui travaillent à Berlin ou à Londres. Et c'est seulement entre nous qu'il y aura une histoire de responsabilité. OK ? Donc, je suis partie comme ça, avec documents en tête. Mais avant de le faire, voilà les métronomes. Je reviendrai. Ça aussi, c'est à Tokyo. Je peux revenir à ça. Voilà. Mais ça a démarré avec ce petit journal-là, Fama et Fortune, qui a démarré, je pense, au milieu des années 80, créé par Peter Pakesh et Johannes Schlebrügge. Donc Albert Oehlen, Matt Mullican, Christopher Williams. En fait, Pakesh a été vachement important en articulant la scène de l'Amérique du Nord avec la scène de l'Europe à un moment donné. Et il avait commencé à faire ces petits carnets. Et ça, pour moi, c'était le cœur de Métronome. Écran, mémoire 1. Clémentine Delis et les compagnons du premier jour de la Renaissance, laboratoire Agitar Dakar et Factual Nonsense à Londres. Alors, je suis partie à Dakar. J'étais indépendante. J'avais plus de job. Et le ministère des Affaires étrangères m'a dit « Ok, vous avez un contrat ». Et l'Union européenne, sans le savoir, m'a embauchée avec une somme ridicule, vraiment. Wow, je suis partie à Dakar, j'ai trouvé un appartement et j'ai pris en charge le petit campement chinois ensemble avec LHC et j'ai produit Métronome, le premier métronome à Dakar qui est... Je ne sais pas ce qui se passe là maintenant. Voilà. Attends, ça c'est peut-être pas... Excusez-moi, hein, comme je n'ai pas de presenter's view, je ne peux pas tout voir. Ça c'est le premier métronome. Alors, ce qui était important pour moi, c'est de dire, OK, je viens d'une famille d'ateliers. Hein, on faisait des chaussures et des fringues à Londres. Et pour moi, tu peux imprimer n'importe où, sur n'importe quel papier. Si tu es là avec l'imprimeur, tu peux le faire très bien. Tu n'as pas besoin de l'envoyer en Italie comme faisait la Biennale de Dakar à l'époque. Ils faisaient imprimer les catalogues en France ou en Italie et puis ça venait et c'était horrible. Donc je me suis dit, bon, je vais imprimer à Dakar, à la Sénégalaise de l'imprimerie et peut-être que ça va marcher. Donc là, je vous montre par exemple 2 pages de Fama et Fortune parce que j'ai toujours été intéressée par des jonctions qui paraissent de manière formelle avoir quelque chose à faire ensemble, mais qui ne le sont pas et qui renvoient justement à des volontés de savoir plus ou des exclusions. Et donc, sur votre gauche, vous avez une scène d'une performance du laboratoire Agitar d'à peu près 1989. Vous avez Issa Samb en arrière-fond et vous avez des costumes faits par El Hadjissi. Et ce qui se passe dans cette performance, très rapidement, c'est qu'à partir de tableaux, de peintures, il y a une performance autour d'un cercueil qui est là en forme de pierre. De l'autre côté, vous avez quelques années plus tard, peut-être 4 ans plus tard, mais pas trop longtemps, vous avez Damien Hirst, le petit clown, et le maintenant décédé Angus Fairhurst, qui est décédé, qui s'est tué. Et ils sont en train de travailler dans un projet qui s'appelait Factual Nonsense et dont le progéniteur est décédé également avant que je ne parte à Dakar. Donc tout ça, c'était conçu comme une liaison de conversation et de dialogue, de bribes, tu vois, tu parles de ça ici à Dakar et nous on parle de ça là. Et moi je voulais faire comme un genre de
de table d'hôte, si vous voulez, si on peut dire ça, je n'ai jamais dit ça, à travers l'organe. Alors, je suis partie voir Bouba Diallo. Bouba Diallo, un impresario de la pub à Dakar, très militant, moitié vietnamien, moitié sénégalais. Et on s'est dit, OK, on va faire ça, je vais t'aider. J'avais 3 semaines. J'avais des amis qui m'avaient donné le contenu et j'avais beaucoup à faire à Dakar, histoire de photos, etc. Et on a mis ensemble de l'argent, bizarrement, de la fondation de Madame Wade, à une fondation qui s'appelait la FIPA. Parce qu'à une époque, quand Wade était en prison, sa femme avait conçu avec un groupe d'artistes une banque d'œuvres. Ça, c'était vachement important à Dakar pendant toute cette période des années 90 et même avant. C'était que les artistes donnent des œuvres qui ont un capital symbolique et qui permettent donc de donner de l'argent. Donc j'ai reçu 2000 euros ou l'équivalent de Dakar et 1000, je me rappelle plus, voilà. Et j'ai produit les premiers, une édition de 2000. 1000 est resté à Dakar, on les a donnés comme ça. Et 1000, j'ai ramené dans des caisses à Londres, et c'est là où l'articulation de l'organe est devenue importante. Parce que c'est là, si par exemple, je peux l'avoir ? Voilà. Alors, ce qui m'importait, ça va venir dans un moment, c'est si Catherine David me donnait son discours avec, sa discussion avec Virilio, eh ben moi j'allais le mettre à côté d'un nouveau texte de Issa Samb. Si Penny Siopis me parlait de l'Afrique du Sud, j'allais le mettre à côté de Autograph. Donc il y avait toujours cette question, j'ouvre le journal, je reconnais quelqu'un, et par en voisinage, je commence à lire l'autre. Donc c'était central, n'importe où, ou pas n'importe où, mais tu prends ça avec toi à Dakar, tout de suite tu es dans la scène. Mais il n'y a pas d'information. Il n'y a pas de A à Z, il n'y a pas d'explicatif, surtout pas d'explicatif. Et il y a une distinction totale entre image et texte. Pas d'illustration. J'ai ramené donc ces métronomes et j'ai commencé à les faire circuler. D'ailleurs, ils circulaient à travers les artistes et les écrivains. C'était ça, en fait. Je les amenais à des librairies, mais j'ai toujours détesté l'attitude des libraires envers les journaux que je faisais. J'ai vraiment détesté ça. Et puis, de toute façon, c'était beaucoup plus efficace d'être sûr de mes interlocuteurs, d'avoir comme un fil d'araignée qui passerait, où on pourrait dire tiens, j'ai donné ça à celle-là, qui l'a donné à celui-là. Et c'était ça, en fait, qui m'intéressait. C'était pas d'être anonyme du tout. Voilà, c'est là où on a imprimé Métronome. D'ailleurs, si vous connaissez le travail de Christopher Williams, vous allez reconnaître aussi une belle photo qu'il a faite là, pendant que nous faisions Métronome. Alors voilà, par exemple, Issa, un texte incroyable où justement, parce que pour nous c'était toujours une question d'abstinence communicationnelle. Nous, on n'était pas là, ni à Dakar en tant que membre du laboratoire Agitar, ni autre part, à donner les clés à n'importe qui à notre maison. À qui ? Il y a quelqu'un qui arrive à Dakar, il dit « Ah, bonjour, je m'intéresse à votre travail, etc. etc. » Donc, il fallait « Donnez-nous vos archives, donnez-moi vos archives », comme disait Okwi. Non. Et donc, il fallait camouflager les intentions et les modèles. Alors, ce que vous avez là, c'est un texte de Issa où, en fait, il prend l'idée d'une radio et il parle des military boys. Il parle du marché de l'art. Et tout est codé, tout. Voici des feuilles de métronome 0 avec justement le coffin de mon ami Joshua Compston, Frank Thiel, le cercueil, que j'ai des coffins. Oui, j'ai toujours fait ça. Voilà un copain à Berlin. Et donc je suis retournée à Londres, j'ai produit un numéro à Londres et Catherine David m'a dit viens à Berlin. Et petit à petit, comme je n'avais pas d'institution,
j'ai commencé à voyager et à m'implanter dans le lieu et à chaque fois à chercher un organe qu'il y avait déjà eu dans ce lieu ou un organe qui me paraissait opportun pour véhiculer une nouvelle situation avec un nouveau groupe d'artistes qui n'étaient pas localisés justement. Il y avait bien sûr des personnes qui étaient des hôtes de l'organe, mais il y avait toujours des choses qui énervaient les gens. Par exemple, quand j'ai fait le numéro justement de Londres que vous voyez là, c'était pas un Londonien qui a fait la couverture, c'est GBC de Dakar. Comme ça, je pouvais énerver un petit peu les gens qui croyaient qu'ils auraient une identité de Londres parce que je l'avais fait à Londres. Ça, c'est aussi le travail de Berlin. Et à chaque fois, donc, je retrouvais, voilà Berlin, je retrouvais un imprimeur, quelqu'un qui m'aiderait à mettre en page très facilement. Et après la troisième pour la Documenta, je pense qu'il y a une photo, voilà, Carsten Nicolai. Donc c'est toujours en fait, ce qui m'a intéressé, ça m'intéresse toujours encore, c'est, je pense, et c'est une hypothèse, que si un travail d'un artiste ou d'une artiste est complété, est fini, et bon, je sais que ça c'est un débat en soi, hein, parce que c'est vous, le public, qui le complétissiez. Ça, c'est du français, ça? Qui le complète. C'est quand même 100% du français. Mais ça vaut Zizek. Si vous voulez... oui, un nouveau texte de lui sur la photo. Si vous voulez éveiller une curiosité professionnelle avec quelqu'un qui travaille, disons à Dakar, puisque je connais Dakar le mieux, ou à Tokyo, avec quelqu'un qui travaille autre part, un étudiant, une étudiante, à Cergy, à Londres, n'importe où. Si vous leur présentez un travail hermétiquement clôturé par une notion de finition, ils peuvent vous demander « Ouais, mais le problème, c'est que je n'ai pas de contexte. Je ne connais pas trop la situation à Dakar, la scène, le discours. Je ne sais rien de l'Afrique, en fait. Pourquoi, là, comment je rentre dedans ?» Mais si vous leur... Et c'est ça l'organe. Si vous leur présentez, vous faites filer comme une maison de passe, vous faites passer des éléments qui ne sont pas finis, qui sont dans un état encore d'ouverture, qui sont prototypiques, si vous voulez, qui sont encore très malléables, et bien bizarrement, il y a des entrecroisements, il y a des entrées qui sont possibles. Et c'est ça que je voulais. Je voulais rendre curieux, mais de manière professionnelle, pas de manière de charité, pas parce qu'il faut le faire, pas parce que le monde est devenu plus grand. Donc là, ce que vous voyez là, c'est Carsten Nicolai, et c'est des avant-propos, des préludes de son travail de musique. Et c'est comme ça que j'ai présenté Métronome à la Documenta, et c'était incroyable. La Documenta de Catherine, imaginez-vous, s'il vous plaît, nous sommes dans une époque pré-Internet. Tout ça, elle a pris... 96. 96, oui. 94. Non, 96. Ouais. Oui, mais ouais. La Documenta a photographié avec des diapos chaque page des 3 métronomes. J'avais jamais vu un truc pareil, et donc je pouvais les utiliser pour comprendre le travail que je faisais. Et c'était toute une structure de réflexion qui a été pour moi extraordinaire. Et tout de suite après, on m'a demandé, voilà, ça c'est moi il y a 20 ans. Incroyable, c'est le Art Fair de Berlin, le premier. On m'a filé un stand. J'étais assise comme ça derrière le... Quel maquillage, incroyable. Et donc j'étais là à attendre et à discuter avec les gens. Bref, ensuite je me suis dit, ok, on m'a dit, tu vas aller à Singapour faire un autre, oui, ils sont là. J'ai dit non, faut arrêter cette histoire. Peter Pakesh m'avait invité à la Kunsthalle de Bâle à faire une expo. J'ai dit, expo, non, pas intéressant. Il était 1998. Je ne veux pas faire d'expo avec un Polonais ici, non, non, ça ne marche pas. On va prendre tout l'argent de l'exposition et on va le virer à huis clos. Et on va faire un événement à huis clos. Et ça, c'était le
transvesti, le travesti que j'aime, c'est-à-dire d'essayer de changer l'articulation à l'intérieur d'une institution, de faire donc une histoire universitaire dans la Kunsthalle de Bâle. Et à ce moment-là, en 98, il n'y avait pas encore le discursif comme on le connaît aujourd'hui. Il n'y avait pas de lecture performances, il n'y avait pas de débat comme ça. Et donc c'était quelque chose d'assez politique que de faire venir... bon, là, vous voyez Mouda Mattis, il y a Tobias Rehberger, il y a deux activistes de l'Inde que vous ne voyez pas, malheureusement une est décédée, Rumana Hussein. Il y a Nikolaus Schaffhausen, il y a Olaf Nicolai, il y a Issa Samb, il y a Kansi, pas mal de monde. Et c'est là, justement, où on discutait dans le Tempo Labor, qui est celui-là, qui est ce métronome-là, qui est basé sur... Justine de Jean-Jacques Pauvert, Justine du Marquis de Sade, préface de Bataille, édition Jean-Jacques Pauvert, imprimé en Suisse. Exactement pareil, c'est-à-dire que j'avais compris que je n'avais pas besoin d'inventer quoi que ce soit graphiquement, que je reprenais les organes et leurs graphismes à chaque fois là où j'étais. Donc, le numéro 3, qui a eu un grand succès jusqu'au point où Hans Ulrich a compris qu'il y a de l'art conceptuel à Dakar. Et alors, j'ai dit, oula, on va rendre la chose plus complexe. Alors, j'ai fait métronome 4, 5, 6. Voilà l'intérieur Donc, vous voyez bien que métronome, il y a mon adresse personnelle à Londres. Et encore une fois, des divisions entre images et texte. Et c'est comme ça qu'on l'a présenté lors de la foire de Bâle. Ça, c'est Peter Pakesh, et c'est une installation de Dan Peterman, qui a fait partie du Tempo Labor, comme a fait partie Pistoletto. Avant d'arriver à Paris et ce bordel que vous voyez là, j'ai fait le 4, 5, 6. En fait, pour la première fois de ma vie, j'ai reçu un professorat à une école des beaux-arts. Avant, j'étais toujours invitée comme ça à faire des interventions. Mais là, Kasper Koenig m'a donné l'atelier de Kippenberger et je suis rentrée dedans. Il m'a dit « Faites ce que vous voulez, Madame Delis, faites ce que vous voulez ». Alors, très rapidement, j'ai cousu un fil entre 4 institutions, l'école des beaux-arts de Bordeaux, la Proto Academy à Édimbourg, l'école des beaux-arts de Vienne, la Städelschule de Francfort et encore la Città dell'Arte de Pistoletto. Et ensemble avec les étudiants, on a nettoyé l'arrière-fond du travail. C'est-à-dire que j'ai demandé aux étudiants de fouiner là où ils ont des éléments qui les intéressent. Si c'est un artiste, on parle de 1999, si tu es très pris par Matthew Barney, alors on va l'inviter, c'est toi qui vas l'inviter. Tu vas m'expliquer comment tu fais le travail qui paye ton devenir d'artiste. On va parler des textes que vous lisiez. Et tout ça, donc, a été... en fait, le format, c'est The Edinburgh Review de 1870 que j'ai repris. Et là, j'ai commencé aussi à bousiller un petit peu l'apartheid des langues, c'est-à-dire que, vraiment, sérieusement, est-ce que vous avez un problème d'avoir de l'allemand, de l'anglais, du français sur une feuille? Non. Mais à chaque fois, il faut le mettre d'un côté au fond, et puis de l'autre côté, comme ça. Alors, c'était très mélangé. Et aussi, ce qui m'intéressait, et c'est ça que j'ai fait avec le Bâtard, c'était de publier des choses que je ne pouvais pas lire, mais où je demandais à des personnes à qui j'avais confiance, je faisais confiance, de me dire si ça allait, quoi. Hein, c'est pas des choses désagréables qui sont écrites là. Donc là, j'ai publié au moins 6 langues que je ne peux pas parler. Et le Bâtard est le seul qui a été mis en page par Liam Gillick et qui tourne autour de la voix en tant qu'organe. Hein, ça, c'était fait en Scandinavie pendant 1 an avec des étudiants. Bon, après, il y a eu le numéro 8A et le numéro 8B, et puis le numéro 9 à Paris. J'ai fait une expo à
chez Chantal Crousel avec Rikrit Tiravanija, et Bernard Blisten est venu en bande et ils ont dit il faut que tu fasses un métronome ici, et paf, Cité des Arts, 2 ans, et j'ai engagé Thomas Boutou. Je voulais à ce moment, parce qu'à chaque fois il faut aussi quand même se rendre la tâche un peu plus complexe, oui, sinon c'est pas intéressant, et je l'ai invité et on a commencé à travailler autour de Girodias, hein, le pauvre Girodias qui est mort en 1990 lors d'une... L'éditeur maudit, tu dis. L'éditeur maudit qui est mort à la radio. Il était dans un studio de radio et puis il tombe, il est mort. Et il était fascinant parce que c'est lui qui a sorti Lolita de Nabokov, Alexander Trotsky, tout genre de Jean Genet, tout genre de livres. Et il était vraiment comme un curateur. Il était imprégné par la scène française, américaine, et il produisait des striptease, vous le voyez là, hein, et c'était fantastique parce que c'était des excerts de textes qu'il allait publier, ou peut-être pas, ou qu'il avait publiés, avec des pseudonymes d'artistes, et puis entre-temps, des très jolis petits morceaux de striptease. Donc, tu lisais quelque chose d'assez intense, hein, et puis un porno peut-être, et puis tu voyais quelques photos très jolies, et puis tu continuais. Alors j'ai dit, ça, c'est ça qu'on va faire. Et on en a fait 7. Là, Pierre Le Guillon. Mais justement, tout le layout, du début jusqu'à la fin, est comme le stripteaser de... voilà. Et puis tout est anonyme. Donc il y a des gens... Pierre Grandrieux a créé un nouveau film. Je ne sais pas où il est, je ne l'ai pas. Et il y avait un qui s'appelait Le Joker, pour que vous compreniez, parce qu'on a travaillé à ce moment-là avec Judith Ikovitz, avocate, parce que pour la première fois, voilà, Olympia Press, on avait besoin d'un avocat. Parce que sinon, tout ça, j'ai fait par je sais pas moi, une histoire de... Sans droit. Sans droit, mais pas sans droit, même pas la question du droit n'était pas là. Et donc, tout était parce qu'on avait confiance. On avait fait des alliances. Et tout d'un coup, avec les bouquins que j'ai commencé à publier, parce qu'à un moment donné, il était clair, si Girodias faisait les stripteasers, nous allons aussi produire des bouquins. Et puis, j'avais eu l'idée un petit peu folle de croire que le catalogue artistique allait changer, vu du fait que les artistes commençaient à faire beaucoup plus de films, surtout en France. Et donc, l'idée d'un catalogue pourrait être remplacée par des romans, par des scénarios. Et en fait, on a sorti Tom McCarthy Remainder. Et là, paf, on a eu un grand succès. Et j'ai quitté Paris. Je ne pouvais plus me permettre de rester ici. Donc, Metronome Press est devenu Castillo Corrales parce qu'on avait déjà à l'époque travaillé avec Oscar Tuazon. Donc là, on est en train de regarder les... Voilà, donc ça, c'est un travail de Bjarne Melgaard, qui a aussi cofinancé, qui a mis beaucoup d'argent dans ce projet, en disant au collectionneur Harald Falkenberg, je vous donne un tableau, vous donnez 20 000 € à Clémentine. Hein, ça c'est pas toujours, c'est pas tous les jours. Voilà les jours, The Young and Evil, livre préféré de Gertrude Stein, premier livre vraiment gay de 1931, Charles Henry Ford de Parker Tyler. Et là, et puis tout d'un coup, et le petit, je ne sais pas où il est, c'est le numéro 10. En fait, là, je suis... Oscar Tuazon, vous avez peut-être vu son travail à la place Vendôme, là, pendant la FIAC. Artiste très intéressant, avait plein de petits journaux, là, de petits zines, fanzines avec lui, qui s'appelaient Dwelling Portably. Et à l'époque, j'étais à Édimbourg et j'ai réussi à convaincre le directeur d'études de me filer 3000 livres parce que j'avais été invitée par la Documenta pour produire un bouquin en Oregon. Et c'était un bouquin, les petits bouquins, malheureusement, je l'ai oublié, fait par des gens qui veulent vivre on house et on boat.
Ils ne veulent pas de maison, ils ne veulent pas de bateau. Ils avaient des idées incroyables. Donc, par exemple, est-ce que j'ai... Voilà. Le métronome numéro 10, à gauche, c'est l'original. Hein. Donc, il y a plein d'idées. Par exemple, vous avez trop de livres. Nous tous, là, qui lisons, nous avons beaucoup trop de livres. Quoi faire avec ces livres? Eh bien, c'est très simple. On creuse un trou, on met du plastique et on enterre les livres. Et puis, on met un truc pour qu'on puisse les retrouver après. Mais nous, il faut qu'on les mette à vue, comme ça, en haut. Donc, plein d'idées, comment survivre avec très peu d'argent, comment se laver avec une bouteille d'eau d'1 litre pour une semaine, comment faire des tampons, comment éviter la surveillance, comment instruire ses enfants sans les envoyer à l'école. Et donc, on est parti justement chercher ces gens. On a loué un RV, un Residential Vehicle. Voilà un neuroscientiste. On était à 4. Après une semaine, j'avais plus un rond. On avait bu trop de whisky. Et en fait, on a trouvé de l'argent à Portland en faisant une intervention et en convainquant la dame de nous donner des sous. Et comme on n'a pas trouvé les gens qui vivent sous terre, Oscar, que vous voyez là avec moi, nous a forcés à construire à partir de leur mode d'instruction, un trou pour dormir, avec par exemple un lit fait de feuilles. Et puis on est parti dans un café internet. On a trouvé des machines électriques pour taper à la machine, et on a tapé 20 000 mots en fait, c'est des indications comment survivre dans une école des beaux-arts. Et c'était très bizarre comme expérience d'être là en faisant le tac, 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 tac. Et à chaque fois qu'on en a tellement, parce que si l'encre, le ribbon, était fini, bon, on n'en avait pas trouvé un nouveau. Donc on prenait un autre. Notre machine, merci. C'est la Natural Press. On l'a imprimé avec de l'encre de soja. Voilà l'intérieur de Métronome. Et puis on a fait une intervention à Portland Institute of Contemporary Art, et c'est ça, là on a mis ça comme ça. Voilà, Japon, un métronome très joli, fait en relation avec une autre séance à huis clos pour la Mori Art Museum, imprimé là-bas. Voilà. En fait, fait pour qu'on puisse le lire à deux. Quelqu'un en japonais et l'autre en anglais. Et puis on m'a demandé de faire une expo à Kandada, à Tokyo. Et ils m'ont dit, faites une édition de Métronome. J'ai dit non, c'est pas possible, je peux pas, j'ai pas le temps. Et puis je me suis dit peut-être qu'on pourrait faire des sandales avec des bouquins, parce que c'était pour la Documenta 12. Et il y avait justement le Magazines Project. Et comme vous savez, on a toujours mal aux pieds à la Documenta. Donc j'avais une idée au lieu des flip-flops, les Samara en plastique, qu'il y aurait des tas et des tas de ces sandales faites de livres d'occasion. Alors j'ai essayé de le faire et c'était fascinant parce que à chaque fois qu'on prend un bouquin, si on prend un livre qui est... si je prends ce livre-là et je le divise en deux, j'ai des sandales pour un enfant, parce que c'est tout petit, donc tu découpes comme ça, tu retournes chez l'éditeur, chez l'imprimeur, tu lui demandes d'utiliser les mêmes machines qu'il a utilisées pour les produire et de découper un petit peu forme de cercueil, tu mets 5 trous pour avoir une bande. Et ce qui est bien, c'est qu'au Japon, comme vous savez, il faut à chaque fois enlever ses chaussures quand on rentre dans une maison ou un restaurant, et après, quand on va aux toilettes, encore une fois. Et donc ici, à chaque fois, on déchirait une feuille. Et il y avait tout, il y avait des bibles, des histoires incroyables. Et voilà l'expo de Métronome à Kandada. Et ça, c'était la fin. Et à la fin, et donc j'ai arrêté. Je regarde là très brièvement, je fais fin, ça va? Tu dis pas que c'est penser avec les pieds, non? Ah oui, ça s'appelait Penser avec les pieds, qui est une citation de Derrida. Tous les titres de Métronome, le dernier, celui-là, était Sleeping Beauty, et c'est une copie exacte d'un livre produit par Masato Nakamura,
Donc là, j'ai repris le livre d'un artiste. Important peut-être, c'est de parler brièvement de cette notion d'organe. Est-ce que j'ai encore des photos? Oui, avant de... l'organe, parce que en lisant le livre fascinant de Lotte Arndt, qui est ici, qu'est-ce que j'ai pensé? J'ai pensé qu'on... Elle l'a repris, il était là, son livre. Oui. J'ai pensé que oui, peut-être c'est pas mal de diviser en fait l'analyse entre, et peut-être que je l'ai changé légèrement, entre structure d'un côté et sémantique de l'autre. Donc, un organe, pour moi, c'est clair, c'est quelque chose dont il y a une nécessité. Je m'en fous de lire plein de journaux. C'est en fait le problème qu'on a en ce moment, c'est que toutes les expos se ressemblent, tous les musées se ressemblent, les journaux d'art se ressemblent, ils portent même les mêmes articles, les biennales se ressemblent, les galeries se ressemblent. Zut, où est-ce que je vais trouver mon stoff, mon matériel? Et donc, pour moi, l'organe doit être vital, il doit être nécessaire. Et j'ai arrêté Métronome tout simplement parce qu'il ne l'était plus. Et parce qu'il y avait l'Internet et que les gens n'avaient plus besoin d'avoir l'encodage. Mais quand je l'avais démarré, il n'y avait pas de très bons sites web d'artistes. C'était nul à l'époque. Et bon, à savoir, et c'est ça qu'on va faire à Cergy aussi, de s'interroger à ce qu'a changé l'Internet, en fin de compte. Mais l'organe est pour moi quelque chose qui lie des relations sociales, qui est collectif, c'est un travail collectif de recherche. C'est en même temps très individuel. Donc, je n'ai pas de problème avec ma propre subjectivité. D'ailleurs, je serais très intéressée à savoir à quel point les personnes qui travaillent pour les grandes institutions et les petites institutions, les curateurs, les commissaires, seraient capables aussi de repenser l'institution subjective. Sinon, on n'a pas la chance. Sinon, vraiment, c'est fini. C'est autofinancé. À chaque fois, j'essayais de ramasser de l'argent qui reflétait la diversité, l'hybridité des contributeurs. Alors, c'était chouette. S'il y avait quelqu'un qui venait de la Norvège, eh ben, j'allais tout de suite voir les Norvégiens. Et donc, c'était ça, ce panoplie économique avec le panoplie culturel. Et dans chaque métronome, il y avait tous les noms de toutes les personnes qui avaient contribué, tous les noms de tous les gens qui avaient mis de l'argent dans ce projet. Il n'y avait pas comme si c'était à neuf, tabula rasa, on recommence. Non, c'était toujours comme un logbook de ce qui s'était fait avant. La diffusion, elle était justement incapable de passer par la librairie. C'était énervant, je perdais de l'argent, des histoires de membership, de souscription, c'était bizarre. Combien ça coûte? Aucune idée. Par rapport à la sémantique, le format changeait, toujours. Et c'était polylinguistique. Et puis ça avait à faire avec ce que j'appelle le prélusif, si on peut utiliser ce mot, donc l'avant-propos, le foreplay d'un travail. Et c'est bien sûr ça a à faire avec la résistance, c'est clair, et le camouflage, et l'espionnage, et toutes les choses un peu subcutaneuses auxquelles les artistes s'intéressent de temps en temps, moins en moins évident. Donc, voilà. Et quand j'ai arrêté Métronome, j'ai écrit un petit statement que je vais vous lire très rapidement. My practice consciously plays with the transgression of roles, definitions, and locations within art practice. I studied art, then social anthropology, became a curator, then an independent researcher and a publisher. Throughout my life, I have made a point of constantly moving to different cities to live and work. Today, people offer me exhibitions as an artist, most recently at Kandada, Command N in Tokyo. My work always begins with a relationship to artists and their works, but at one point,
I take full responsibility for the production and determine its outcome. Artists have to trust me to work with their material, their ideas and their sensibilities. Et donc 10 ans sont passés, j'ai arrêté complètement, je voulais rien avoir à faire avec le self-publishing. Hein, ça, c'est pas du self-publishing du tout. Et bon, je vais pas vous raconter 10 ans de ma vie, mais là, tout d'un coup, je reviens et j'imprime. Et j'ai imprimé en Arménie. Donc ça, c'est l'organe, c'est la Dilijan Local Newspaper, donc c'est un journal, un tabloïd de Dilijan, qui est à 90 km de Yerevan, où j'ai travaillé l'an dernier. Et je suis arrivée, je ne parle ni l'arménien ni le russe, et les personnes de la ville avaient besoin de savoir qui je suis et qu'est-ce que je fais là-bas et qu'est-ce qui va se passer et est-ce que ça les implique. Alors la première chose que j'ai faite, c'était d'imprimer une feuille, exactement dans le même style que leurs journaux. Et donc le journal, ici j'en ai amené 3 que j'ai fait là-bas, ou 4. Hein. On en a fait 7 en tout. Ces journaux glissés dans les mains des vieilles personnes qui m'intéressent. Alors ils pouvaient lire des trucs. Et c'était pas un UFO, un Omni. C'était pas quelque chose qui était bien imprimé, joli et différent et qui sentait le fric. C'était très simple. Et puis très... Clémentine, voilà. Peut-être comme tu dis qu'il y a eu un trou de 10 ans, justement, est-ce que tu peux expliquer comment est venu ce travail quand même sur l'Arménie qui t'a ramené en fait à ce que tu prépares actuellement dans les 2 ans à venir, tout ce travail que tu as préparé sur les organes. Est-ce que tu peux rappeler comment on est venu te chercher sur cette question de la mémoire en Arménie? Et voilà. Puisqu'il n'y avait pas de musée, il n'y avait pas d'espace, tu peux peut-être dire, parce que Métronome a peut-être joué un rôle aussi, et le travail que tu as fait à Francfort. Non, pas vraiment, non. Alors comment ils sont venus? Ils sont venus à travers une dame fantastique qui est là, Pauline de la Boulay. Je connais Pauline, mais elle n'ignorait pas ce que tu faisais. Non, il y a eu comme une chaîne de connaissances qui m'ont amené à rencontrer des personnes qui voudraient gentrifier une ville et qui m'ont demandé de faire un projet culturel. Je ne veux pas faire de biennale, je n'ai jamais fait de biennale, je n'en ferai jamais. Je ne voulais pas faire une exposition. Et alors j'ai regardé ce qu'il y avait dans cette ville extraordinaire où Shostakovich, Dovzhenko, Tarkovsky, Benjamin Britten, Anne Zegers sont allés dans les années 60, donc des sympathisants communistes pour créer. Et où le gouvernement soviétique avait construit des mises en espace incroyables pour les compositeurs et les écrivains, et les architectes, et les cinématographes. Il y a même Antonioni qui est parti parce qu'il voulait faire une recherche sur un film et qui a été très énervé. Il est parti tout de suite. Mais Jean-Paul Sartre, beaucoup de gens sont partis à l'époque. Et puis bon, maintenant la ville est plutôt calme. Et j'ai pris en charge une usine, une ancienne usine de transmission soviétique, Impulse, elle s'appelle, et j'ai invité 30 personnes à travailler pendant 3 semaines et à faire une recherche de terrain avec moi. Et les photos qui sont présentes dans ces publications, oui. Elles viennent d'archives ou elles ont toutes été produites Non, c'est un mélange de travail. En fait, c'est un archive in the making, une archive en route, si on veut. Et en même temps, c'est une documentation. Parce que ça aussi, là, ça rentrerait dans trop d'informations, mais mes études à Vienne de l'art étaient pendant la période actionniste. Et j'ai bien compris une chose, c'est que la documentation et l'action sont au même niveau. Et donc pour moi, chaque fois que je fais un projet, il y a toujours un photographe qui est sur le même niveau que moi. Et là, documenter l'action. Voilà. Bref, ça m'a donné goût à imprimer. Je voulais imprimer récemment avec Kaderatia à Dakar, mais ça a foiré. Je voulais mettre des codes nautiques
encore avec Issa Samb, paix à son âme, avant qu'il ne meure. Et je voulais faire glisser des feuilles qui ne marchaient pas à travers les imprimantes de la Sénégalaise de l'imprimerie. Et maintenant, grâce à toi, grâce à Sergi et grâce à Bernard Bisten, qui m'a demandé de refaire Métronome, nous travaillons ensemble maintenant avec une équipe à l'ENSAPSC de Cergy, l'École nationale des arts de Cergy, ici à l'INEHA. Et avec, c'est tout un réseau qui va commencer à s'élaborer sur la question des organes, et c'est là où je suis très très ravie de pouvoir travailler avec vous, ici surtout. En fait, se poser la question, quand des personnes sont venues à Paris durant le XXe siècle, que ce soit de l'Arménie, que ce soit de la Russie, que ce soit de l'Algérie, de tous les pays, de la Chine, de la Corée, donc des pays en fait un peu plus lointains que la Hollande ou l'Angleterre, et pour des raisons de racisme institutionnel, pour des raisons de colonialisme, etc., etc., ils n'arrivaient pas peut-être à s'insérer ils n'étaient pas dans la coterie des personnes d'art de Paris, mais ils avaient très fortement besoin de créer des alliances. Et c'est à ce moment-là qu'ils ont commencé à s'inscrire. Et ce qui est bien avec le projet arménien, en général, c'est qu'il y a une obsession avec l'inscription des lieux de mémoire. Ça s'appelle des lieux de mémoire. Que ce soit sur une croix où on remet de la cire à chaque fois, ou que ce soit dans le journal Menk qui a été produit à Paris, que tu connais. Ce qu'on va faire avec Songju qui est là et avec une quinzaine d'étudiants, c'est de faire des recherches d'un côté avec l'INEHA et la bibliothèque Kandinsky, c'est d'essayer de repérer les organes qui ont été produits par des réfugiés diasporiques. Je déteste ces mots, mais des organes qui ont été produits ici. Et de se poser la question également, à savoir s'il n'y avait pas des communautés qui ont fait des cabarets au lieu de faire des journaux. Hein, c'est pas la même chose, c'est pas partout quelqu'un qui veut s'inscrire. Il y avait aussi en même temps les restaurants et les cabarets arméniens. Voilà. Et la chose qui m'intéresse bien sûr, c'est qu'avec la jeune génération, c'est de se poser la question de quel est l'organe aujourd'hui. Hein, comment faisons-nous des alliances? Comment créons-nous? Avec qui peux-tu? Quel est ton interlocuteur? Avec qui as-tu confiance de parler? Hein? Pourquoi il y a un manque de solidarité extraordinaire entre commissaires d'exposition? Il y a une division de plus en plus énervante entre une production artistique qui résonne avec un marché et une production sociale, politique, discursive, et les deux doivent travailler ensemble. Hier, je suis allée à BQ, non pas BQ, Pro Quadratmeter, c'est une librairie importante à Berlin, et je leur ai demandé alors quels journaux, quels magazines se vendent le mieux. Regarde, ils ont plein, mais tout a l'air comme inutile. Elle a dit Text et zur Kunst. Okay? Sinon, les art forums, les flash art, les beaux-arts, tout ça, ça se ressemble. C'est inintéressant. Hein? Donc nous, on va travailler sur cette question aujourd'hui, qui est le fil conducteur, mais peut-être pas comme ça, mais un fil qui permet de retrouver un métabolisme avec des artères qui soutiennent un dynamisme vraiment vital par rapport au développement de l'art plastique et la pensée. Peut-être donner la parole à la salle. Non, mais en plus ce que tu viens de dire sur le vital et l'organique, tu le disais pour les collections de ton musée. L'organe est un lieu vivant, quoi. Une question de Lotte Arndt, peut-être, et après on va... L'exposition Sismographie est ouverte pour ceux qui veulent jeter un œil jusqu'à 19h30, voilà.
C'était fermé. Merci beaucoup. J'ai une question super factuelle. Vu la production décentralisée, itinérante de métronomes, qu'en est-il de l'archive? Alors, est-ce que pour retrouver les numéros de métronomes, il faut poursuivre, il faut se balader à travers le monde et retrouver un tas dans chaque ville où cela a été produit, où il y a un endroit où les exemplaires restants ont été rassemblés? Moi, je n'ai que 6 séries complètes, avec tous les éléments. Ce qui n'est rien parce que dans ma cave, j'ai aussi pas mal de caisses avec pas mal de métronomes singuliers, individuels. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de personnes, j'ai quelques amis qui ont toute la série. Mais en fait, comme ce n'était pas elles sont pas restées là, les artistes ou les personnes les ont emmenées, hein, les ont fait passer. Donc, il y avait, je pourrais pas te dire exactement où ils se trouvent. C'est une drôle d'idée d'ailleurs de repenser ça. Je sais qu'une librairie à Tokyo, j'en avais filé 100, du Sleeping Beauty, et je suis jamais retournée. Je ne sais pas si la librairie les a vendus. J'étais mauvaise par rapport à toute cette histoire d'argent. C'était pas ça le projet. À chaque fois, je devais chercher de l'argent pour faire métronome et je devais survivre. Et j'ai survécu en étant au chômage, ce qui était important à Londres quand je vivais à Londres parce que sinon tu peux pas payer ton loyer. Mais j'ai également survécu en ayant reçu des propositions d'École des Beaux-Arts à faire quelque chose avec les étudiants. Et les derniers 3 métronomes étaient mélangés avec un projet que j'ai fait pendant 7 ans qui s'appelle Future Academy. Mais même avec le bâtard autour de la voix, ce qui était toujours bien, et c'est ce que j'ai fait à Cergy, non, Sanju, c'était de venir avec un projet, de dire « Ok, nous, on va travailler maintenant sur les paroles imprimées. Excusez-moi, mais je n'ai aucune idée de où ça va mener. C'est récursif. Nous allons changer le format de la recherche. Il va y avoir une exposition au Centre Georges Pompidou, mais même là, je dois leur prévenir que ça va peut-être changer. Je sais que je veux y mettre un Heidelberg Offset, hein, le plus grand possible, un paquebot, au 4e étage. Si ça ne fait pas plus de 10 000 kilos, je suis OK. Oui, c'était ça. Mais il se pourrait que le contenu de ce que nous allons imprimer et qui va être circulé, nous ne le savons pas encore. Si je le savais, je ne ferais pas de recherche.